Salut à tous, épisode 10 avec l'Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux. On a ici, je vais vous raconter un petit peu la fin de ce Giro dans cette carrière sur Pro Cycling Manager 2022 avec 4 étapes tout de même décisives pour l'attribution de la victoire finale notamment et de certains maillots distinctifs. Et puis après, on prendra la direction du Tour de France. Alors, précédemment sur ce Giro, on avait donc Girmay qui arrive à tenir le cyclamen. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle du Giro pour moi. C'est d'arriver à être présent pour ce classement annexe. Ainsi que remporter quelques étapes avec toujours Binyam Girmay. Donc on a eu... c'était un Giro sur lequel il y avait de la place vraiment pour les sprinters. Hein. C'était pas du tout inutile de venir parce qu'il y avait un gâteau à se partager. Ici, c'est Caleb Ewan sur l'étape 11 qui l'emporte de peu devant Girmay. Grosso modo, on était venu avec un effectif avec des coureurs qui étaient totalement capables de mettre Girmay dans les meilleures dispositions et ça a été concrétisé par le sprinter polyvalent puisqu'il est doté de notes qui peuvent faire de lui un bon puncher par moment, avec des notes physiques notamment qui sont exceptionnelles pour Girmay sur cette carrière. Voilà. Il y a notamment plus une note supérieure à 80 en résistance. Celle-ci est vraiment exceptionnelle. Donc il y a eu quelques victoires comme ça à l'épisode précédent pour Girmay, au sprint à chaque fois. Et puis, sinon, le général s'est décanté avec notamment Carapaz qui s'est imposé comme l'homme fort de ce Giro avec une victoire très importante à l'étape 14 et encore même à l'étape 15. Victoire avec le maillot rose sur les épaules. Oui, mais voilà, il s'est passé tout un tas de petites choses. Également, je vous remercie de m'avoir signalé que le temps, et c'est vrai que quand on revoit les ralentis, et oui, le temps était assez souvent pluvieux, ce qui a engendré pas mal de chutes. Et ici, c'est Geschke qui, sur l'étape 16, l'emporte. Étape 16 assez importante, avec notamment l'abandon d'Henrik Mas, qui était pourtant pas mal au général. Donc, on a comme ça des chutes qui sont assez essentielles. Une team Bahrain Victorious très très forte, très très présente. Et Carapaz qui finalement perd le maillot à l'étape 17 suite à une chute. Là encore, donc les chutes ont beaucoup, on va dire, fait le classement général ou défait le classement général. C'est qu'on se retrouve ici avec Jay Hindley qui est devant Landa et Carapaz tout de même à seulement 1,24. Hein, donc il y a encore 3 hommes pour la victoire finale de ce Giro. Et puis nous on a le bonheur de tenir, mais c'est pas du tout fini, le maillot Azzurro pour Rota, donc il va falloir le confirmer. Pour le cyclamen, en revanche, le trou a été fait, et sauf abandon, ce sera pour Girmay. Donc on va essayer de ne pas se mettre en situation de malchance pour essayer de préserver la santé du sprinter érythréen. Voilà, ensuite, allons-y maintenant, étape 18, maintenant qu'on a resitué les choses. Étape 18, a priori, je me dis, allez, on va se préparer un petit sprint avec notre train, etc. Sauf que l'échappée est assez volumineuse. Il y a 16 coureurs comme ça qui sont partis. Et puis, il y a une team Bora-Hansgrohe qui semble, je dirais, peu déterminée à mener la poursuite. C'est logique, hein. Eux, la seule chose qui compte, c'est juste la défense du maillot rose. Donc, comme on le voit parfois avec d'autres équipes, il se trouve que sur cette étape-là, la Bora-Hansgrohe laisse filer. En plus, on est en fin de grand tour, donc il y a une certaine logique à cela. Moi, je n'ai pas du tout envie de m'occuper de la poursuite. En vrai, on a été servi niveau victoire d'étape. Donc, il n'y a aucune raison de se mettre à mal.
si les équipes de sprinters ne font pas le travail de poursuite, alors moi non plus je ne le ferai pas. Donc c'est comme ça que cette échappée prend énormément d'avance, et à tel point que on est au-delà des 8 minutes, on a bien compris, il va se passer donc quelque chose alors qu'on aperçoit notre futur recrue Tess Fatsion. On va laisser filer progressivement. Tout le monde finalement semble d'accord pour que l'échappée se partage. Ce gâteau de l'étape 18, donc à qui est-ce que cette étape va aller? On va le voir dans quelques secondes. Derrière, voilà, ça gère tranquille. On est presque en balade sur ce coup-là. Un peu moins de 20 km de l'arrivée, toujours 8 minutes d'avance pour les échappées. Tiens, on aperçoit Nieuwenhuis, une ancienne connaissance. Tiens, il y a Valgren aussi, il y a Vendrame qui est présent dans l'échappée. On peut commencer à spéculer sur les forces en présence. Puis quand même, on va pas en rester là, puisqu'il va y avoir une chute assez importante qui va mettre en jeu Alejandro Valverde ainsi que Mikel Landa. Bon, Simon Geschke, c'est encore moins important pour le général, mais on a 2 membres du top 10 ici, Landa et Valverde, ce qui va impliquer, regardez, un décrochage de 4 équipiers de Bahrain Victorious, ainsi que quelques équipiers Movistar, pour essayer de ramener tout ce petit monde-là. Parce que quand on est proche de l'arrivée comme ça, c'est parfois difficile de rentrer suite à une chute. Attention, juste pour la victoire d'étape qui va s'imposer de manière assez nette. C'est le coureur Deolo Cometa, Vincenzo Albanese, qui va la prendre. Donc c'est pas forcément lui que j'attendais sur cette étape-là. Derrière, quelques minutes plus tard, un petit peu plus de 6 minutes plus tard, le peloton va se déchirer pour une place d'honneur. Voilà, c'est chose faite. 17e place pour Sam Bennett. Et sur la ligne, il y aura du retard malheureusement pour Valverde, pour Landa, mais du coup aussi pour un 3e membre du top 10, Wout Poels, puisque ce dernier, moi à mon sens c'est débile, mais avait décroché. Donc il a vraiment assumé son rôle d'équipier jusqu'au bout, alors que Poels est dans la forme de sa vie. Sur ce Giro, c'est exceptionnel. Le niveau de forme de Poels, vous voyez, 6,17 le départ, le retard du peloton sur l'échappée, sur la ligne. 8,06 de retard par contre pour les 3 hommes du top 10, ce qui va engendrer un décrochage de Landa, de Poels également, et une perte de la 5e place par Valverde au profit de Vincenzo Nibali. Ok, donc ça a bougé. Nous, à ce stade, on est très heureux de constater que le stage qu'on avait prévu, en y pensant, je vous avoue, c'était quand même pas du hasard, nous apporte un petit plus 2 qui est assez confortable. Je reparlerai des formes du jour un petit peu plus loin. Je suis toujours sensible à ce que je lis ici et là dans les commentaires, donc il n'y a pas de problème là-dessus, on en redira un mot. Toutefois, la priorité juste à la course pour le moment. J'ai décidé, en cette étape 19, d'essayer de prendre des points, parce qu'il y a quand même des points à prendre au sommet. Il y a notamment 40 points là sur l'avant-dernière difficulté du jour. 40 points à prendre pour Rota. Et donc, en ce sens, envoyer Rota à l'avant. Girmay, c'est pas tellement pour les points du classement par points, c'est surtout parce qu'il va protéger Rota, il va l'entourer, il va pouvoir rouler aussi pour participer à cette échappée, afin de préserver le porteur du maillot Azzurro. Donc j'envoie 2 hommes à l'avant. Labora Hansgrohe continue à dire, écoutez les gars, faites-vous plaisir, il y a 22 hommes devant. Quelle marge est-ce qu'ils vont laisser? Eh bien, nous allons le voir. Est-ce que l'échappée, en gros, va pouvoir aspirer à se battre pour la victoire d'étape, ou est-ce qu'il y aura
jamais moyen de l'espérer. Vous voyez, on est déjà autour des 3 minutes plutôt rapidement. Ça va passer au-dessus. Girmay, comme promis, voilà, qui roule. Hein, c'était mon objectif. Faire rouler Girmay dans cette échappée. Penser à économiser Rota. Surtout qu'il y a quand même de l'adversité en face de Rota. On a vu Thibaut Pinot, George Bennett. On a évidemment Geschke qui est présent, si je ne m'abuse. Matteo Sobrero, attention, Sobrero était vainqueur à l'Etna sur l'étape 4. Donc il est en bonne forme. Allez, allons-y. On se fait damer le pion sur le premier sprint, mais c'est pas bien grave en vérité. Il n'y avait pas beaucoup de points en jeu. Aucune importance particulière. Et puis non, ce qui va compter, c'est d'être présent sur les suivants. Voilà, celui-là c'est pareil. Il n'est pas parti pour nous revenir. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe, parce que ils sont capables à tout moment de sprinter et de nous prendre les points. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. L'IA joue bien le coup. Elle est assez agressive pour ne pas trahir de secret. En fait, si je suis en train de jouer le Tour de France et précisément, il y a beaucoup d'agressivité dans les échappées pour ce qui est des GPM. On en a un peu l'habitude, mais c'est confirmé. Hein. Quand on prend les points, on a l'impression parfois, ouais, allez, c'est facile, machin, nanana, tu fais ce que tu veux, t'es à ta botte. Eh ben, pas tout le temps. Pas tout le temps, quand même, c'est pas toujours évident de prendre les points. On verra ça à l'épisode prochain. Il y a beaucoup de batailles pour pas grand-chose parfois. Donc, et sans parler de l'impact en termes de barre du coureur, qui peut être parfois dramatique. Donc toujours notre scénario qui se déroule tranquillement. Les 10 minutes ont été franchies en termes d'écart entre l'échappée et le peloton. Ce qui veut dire que là, la victoire d'étape est réellement envisageable. Hein. On va demander à Girmay de continuer son travail. Il y a Tom Dumoulin, qui peut être aussi un concurrent de choix, ainsi que Esteban Chavez, qui est là aussi. Attention à tous ces coureurs expérimentés qui pourraient nous jouer un tour. Et voilà, on aborde les 5 derniers kilomètres de cette ascension qui comporte quand même quelques passages à fort pourcentage. Allons-y. Peut-être l'occasion de dire un mot sur le phénomène du plus 5. Je vais le réexpliquer parce que j'ai l'impression, on m'en reparle un petit peu souvent. Le problème fondamental du réglage dans le menu de paramètres par rapport à ces formes aléatoires, ces formes du jour qui sont aléatoires, le problème fondamental pour moi est le suivant. C'est pour ça que j'avais démarré la partie en plus 3, moins 3, en envergure plus 3, moins 3, c'est parce que je me disais, ça va être par rapport à la forme prévisionnelle du jour. Oui, sauf que non. La forme, allez, Rota juste pour le sprint, il va falloir l'emporter parce que beaucoup de coureurs participent. Allez, à fond, mon grand. Ah là 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 là, on se fait piquer les points. On se fait piquer les points par Rudy Mollard, qui n'en avait guère besoin. Quand même l'avouer, on prend 18, ça va. Il n'y a pas mort d'homme, ça renforce quand même pas mal ce maillot Azzurro sur l'étape 19, parce que Geschke était finalement, maintenant je me souviens, Geschke était dans l'échappée au départ. Après, elle s'est recomposée et il était ensuite éjecté. Et donc, incapacité du baroudeur allemand à prendre cette échappée et donc à venir nous contester les points. C'était le principal danger au classement pour Rota. Voilà, et donc ici, on assiste à la traditionnelle petite séquence attaque dans tous les sens pour essayer de piéger 1 ou 2, 3 coureurs inattentifs. Ça joue la victoire déjà maintenant, en fait. Il faut faire super gaffe, il faut résister. Donc on essaie d'être super vigilant. Moi, à la limite, des fois, je fais travailler les autres. Voilà. S'il y a attaque de Mollard, on prend le contre de Dumoulin et non pas le contre de Mollard.
Et donc, pour en revenir à cette question de forme du jour, je pensais, enfin voilà, c'était dans ma logique à moi, qu'il y avait, limite c'était une évidence, que quand on te propose un réglage de forme aléatoire, c'est relatif par rapport à ce qui est prévisionnel. D'accord? Eh bien, il faut croire que non, puisque c'est intrinsèque en fait, j'ai vérifié. C'est-à-dire que le moins 3 plus 3, tu dépasseras jamais moins 3 et tu dépasseras jamais plus 3. Dans ce cas précis. Allez, juste, on va regarder la fin du moulin. Allez, il ne doit pas lui en rester énormément, hein, on va pas non plus s'affoler. Allez, on plante la banderille ici. Dumoulin nous suit. Rota va-t-il l'emporter sur Tom Dumoulin qui commence à avoir la petite cinématique de défaillance. Il s'accroche le bougre. Il s'accroche. On est en difficulté. Là, on est uniquement sur la barre jaune. Hein. On est uniquement sur la barre jaune et voilà. Petit effort curseur pour Rota qui finit par avoir la peau de Dumoulin en cette fin d'étape 19 à l'approche du Santuario de Castelmonte. Ce sera donc la première victoire de prestige de ce Giro pour Intermarché ou Antigobert. Victoire pour Lorenzo Rota, grand homme de ce Giro pour nous. Il y a Girmay, Rota, hein, et derrière, c'est un cran en dessous. Hein, sur ce Giro, il y a vraiment deux hommes qui auront été phénoménaux. Derrière, Yann Hirt aura toutes les peines du monde à rester dans le bon train, c'est-à-dire le groupe avec tous les favoris. On voit qu'Hindley, sur la toute fin, était en souffrance par rapport à Carapace. Seul Valverde avait pu accompagner l'Équatorien et en l'occurrence Valverde est devenu maintenant leader hein, chez Movistar entre-temps puisque suite à l'abandon de Mas, ça aurait été le vétéran espagnol qui reprend le flambeau et de fort belle manière d'ailleurs, il faut quand même le signaler. Voilà, donc c'est un succès qui est intéressant quand même pour Rota, aussi dans l'optique du maillot Azzurro. Et donc, je termine mon explication. Je l'ai déjà dit, mais je le redis en fait. Ce réglage de forme aléatoire est à réfléchir vraiment. Je pense que dans peu de temps, je reviens vraiment à moins 3 plus 3. Mais je ne suis pas certain que le jeu soit plus facile en plus 5, moins 5 par rapport au plus 3, moins 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, l'adversaire, a aussi accès à un bonus. Et si on limite le bonus, il y aura beaucoup de points hein, sur cette étape-là. Beaucoup de points GPM à distribuer sur l'étape 20. Il y a beaucoup de bonus possibles pour l'IA. Vous voyez, des fois, on va jusqu'à un bonus plus 6 hein, sur un prévisionnel. Voilà, donc 115 points d'avance, ça ne suffit pas a priori, parce que Geschke pourrait tout prendre. Et voilà, donc c'est aussi un calcul qui doit être fait. Est-ce qu'on veut laisser la possibilité à l'IA d'être à plus 5 ou est-ce qu'on veut la limiter également à entre moins 3 et plus 3? Donc pour moi, le débat, il n'est pas encore tranché. Je trouverai sûrement à un moment donné l'option qui me va le mieux. On peut aussi couper la poire en deux avec moins 4 plus 4, hein, ou aller carrément dans le drama total en moins 2 plus 2. Bon voilà, autant mettre 0 aussi tant qu'on y est, puis comme ça on n'a plus besoin de planifier quoi que ce soit dans le jeu. C'est ça aussi, le problème, c'est que on tue certains paramètres du jeu si on réduit un petit peu trop l'impact des formes du jour. Bon, encore une fois, le débat il est un peu éternel, c'est comme sur la notation des coureurs, parce qu'on sera jamais tous d'accord. Et tant pis, voilà, c'est ce qui fait aussi PCM, hein, souvent des divergences assez fondamentales sur certains points qui sont assez importants. Et finalement, on ne sera jamais d'accord. Hein. On aura toujours des gens qui pensent une chose et d'autres qui en pensent une autre. Dans cette étape-là, vous avez vu, on a laissé Geschke s'épuiser. J'avoue que c'est assez machiavélique de ma part.
Je l'ai bien laissé tout seul, là, tout allait bien. Puis après, on s'est mis à participer à sa poursuite, avant que maintenant il ne soit repris, car je sacrifie Binyam Girmay pour rouler, rouler, rouler. Et puis ce qu'on prépare, nous, c'est d'envoyer quelqu'un par la suite. Alors, Lorenz Heuss, peut-être celui-là, allons-y, parce qu'en fait, l'échappée tarde à se former sur cette étape. Très intéressant, l'échappée tarde, et regardez derrière, en plus, dès que quelqu'un tente de partir, au lieu de réellement l'accompagner, c'est un groupe de coureurs importants qui va le suivre, mais qui va du coup forcément tout de suite se faire suivre aussi par l'avant du peloton. Ce qui fait que aucune échappée réellement ne peut se constituer. On va tenter notre chance, vous verrez, avec successivement plusieurs coureurs. Heuss a déjà tenté la sienne. Je crois que pour lui, malheureusement, c'est un peu difficile de reprendre de l'énergie dans cette ascension du Passo San Pellegrino. Et du coup, j'envoie Rota. Allez, c'est pour toi, mon grand. C'est un peu le chouchou sur le Giro, vous l'aurez assez facilement compris. Rota semble-t-il a attaqué au bon moment. Je m'en doutais. Je me doutais que c'était plutôt un moment favorable parce qu'il y avait de moins en moins d'équipiers, ou alors ceux qui restaient étaient relativement épuisés. On va donc ainsi s'adjuger peut-être les 40 points décisifs. Voilà, plus personne ne concourt. Ça veut dire que le maillot est dans la poche. C'est réglé. Il aura fallu aller assurer le coup ici sur ce premier GPM du jour. Puis vous voyez, ça a bien explosé. À tel point que Nibali, oh là là, Nibali est dans un groupe qui cherche à rentrer sur le peloton, lequel, fort heureusement pour lui, ne va pas rouler très vite par la suite. En même temps, moi devant avec Rota, je peux pas m'envoler non plus, parce qu'il ne reste plus énormément de barres à l'italien. C'est bien dommage. On aurait aimé faire une chevauchée fantastique en solitaire, mais là, je crois qu'il faut se résoudre à l'évidence. Dans le Passo Pordoi, on est repris. C'est la Cimacopie de ce Giro. Donc ça veut dire le point, finalement, le passage où l'altitude est la plus forte de tout ce Giro. Ah tiens, voilà, ça y est, Ineos Grenadier qui commence à préparer le terrain pour Carapace. On se doutait bien que Carapace n'allait pas rester là les bras croisés et que suite à sa chute, il allait forcément tenter quelque chose à un moment donné. Alors là, il lui reste encore Pidcock, mais moi je vais aussi tenter quelque chose parce que je me dis que Hirt peut avoir un peu de liberté étant donné qu'il a plus de 18 minutes de retard au classement général sur Hindley. Et là, allez, hop, on va aussi mettre un point d'honneur, mais ça c'est juste pour le plaisir, à passer avant Geschke pour prendre les 50 points au sommet donc de ce Passo Pordoi. Il n'y a pas grande avance pour les deux hommes de tête, mais on ne sait jamais s'il y avait une collaboration intéressante qui était doublée d'ailleurs. Oh bah zut, tu n'auras pas de collaboration, Geschke est tombé le pauvre. Donc bon bah Hirt est tout seul en tête, voilà. J'allais dire si derrière ça s'entend moyen ou si ça met du temps à réagir, eh ben Hirt et Geschke avaient moyen d'aller peut-être loin tous les deux. Ce sera pas le cas déjà pour Geschke qui se retrouve à nouveau dans le groupe maillot rose emmené par Sergio Higuita. Devant, vous voyez, on est toujours vraiment dans le doute en fait. Sur la stratégie. Est-ce que j'en garde beaucoup, j'en garde moins avec Hirt? Est-ce qu'on vraiment on se fixe l'objectif d'aller au bout, on y croit pour de vrai, ou est-ce qu'on va être repris à peine ça va accélérer derrière? Vous voyez, c'est toujours une situation. On a un petit peu le cul entre deux chaises, si j'ose m'exprimer ainsi. On voit que derrière, il y en a qui se posent pas de questions par contre. Oh là là. Attaque de Valverde, alors qu'en fait, c'était Pouls qui était en train d'imprimer déjà un gros rythme.
Donc l'avance de Jan Hirt a fondu comme neige au soleil. Hirt qui va essayer de se caler dans la roue comme ça là, d'Alejandro Valverde. Alors ça marche jusqu'au sprint intermédiaire, le deuxième du jour, mais ça n'ira peut-être pas plus loin, parce qu'il est plus difficile de se caler dans la roue après. Carapace, Hindley, Landa, on rejoint tout ce petit monde-là avec Pouls. Oui, on a ici les plus forts de ce Giro, avec, on voit plus Nibali, hein, d'ailleurs le pauvre, au passage. Carapace semble se détacher imperceptiblement, regardez. Carapace, au train, est en train de faire craquer Hindley, Landa, Pouls a explosé, Valverde est calé dans la roue de Hirt, même Hindley est en train de craquer. Il est en train de se passer un truc fou sur cette 20e étape du Giro. Carapace est en train d'aller se gagner le Giro finalement. Et c'est ce qui va se produire, regardez. Enfin, gagner, on ne sait pas, parce qu'il y a un contre-la-montre, on peut encore imaginer des choses le lendemain. Mais par contre, la victoire d'étape et le solide temps, incroyable nombre de minutes qui vont être reprises ici. Allez, plus de 2 minutes 20 reprises par Carapace sur Jay Hindley, qui aura donc, assez malheureusement pour lui, craqué. On notera, je suis époustouflé par le bon comportement de Jan Hirt. Vraiment, du très bon Jan Hirt ici. Même Pozzo Vivo a été plus que méritant. Regardez, pauvre Nibali qui va franchir avec 10 minutes de retard sur l'ami Carapace, pendant que Remco Evenepoel est aux abois complets et que Richie Porte va perdre sa place dans le top 10 ici, suite à une explosion rarement vue. Il a pris 20 minutes sur la dernière étape. Carapace s'impose donc ici au sommet de l'étape 20 et renverse ce Giro. Et honnêtement, au vu de tout ce qu'on a pu ressentir au cours des 20 premières étapes de ce Giro, c'est plus que mérité. Voilà, il n'y a rien à dire. Hindley deuxième, Landa troisième. La logique est respectée. On peut estimer à ce stade d'ailleurs que 1 minute 25, c'est impossible à renverser sur les 16 km de l'étape 21. Donc, il a une main et demie sur le trophée, l'ami Carapace. Alors, sur ce dernier contre-la-montre, qui avait été remporté par Matteo Sobrero, dans la réalité, en fin mai dernier, on va un petit peu en profiter pour passer en revue l'effectif et les 8 coureurs qui ont participé. Alors, pour Barnabas Pic, ça a été un rôle relativement obscur, mais tout de même relativement précieux. Celui auquel je ferai plus de louanges, c'est Loïc Vliegen, que je prolongerai, parce qu'il a l'âge déjà qui me va, et puis il a les notes, et il a la résistance physique aussi, notamment, et la capacité d'emmener, enfin bref, de rouler aussi sur du plat. Enfin. Vliegen, très bien. Girmay, Giro, excellent. Là, on est carrément dans... Voilà, on a les notes, et on met les appréciations. Donc 10 sur 10, excellent pour Girmay. Ensuite, pour Lorenz Heuss, eh bien, à l'image de Pic, il aurait été un petit peu plus discret. C'est normal, il faut bien des mecs qui se sacrifient. Souvent, on aura sacrifié Heuss. Donc, je mettrais bien volontiers un petit 7 pour dire que c'est bien. Pour Remco Evenepoel, tiens, il n'est pas dans l'équipe, mais s'il fallait lui donner une note, elle ne serait pas bien élevée, parce qu'à aucun moment il ne s'est illustré. Et allez, il lui reste encore ce contre-la-montre. Croisons les doigts. Moi, j'aime beaucoup Remco. Je trouve que c'est un coureur tellement atypique, et je l'apprécie tellement que ça me fend le cœur, même quand virtuellement il passe complètement à travers et qu'il est en souffrance dès que ça grimpe. Et puis, il s'était fait même battre sur le petit contre-la-montre de début de Giro par Dumoulin. En l'occurrence, ici, allez,
Ah, dommage, dommage. Deuxième derrière Patrick Bévin. Bon, dommage, bien dommage pour Remco. Après, on continue le petit passage en revue. Ah, Sobrero. Sobrero va-t-il s'imposer? Allez, mon Sobrero. Je préférerais voir une victoire de Sobrero qu'une victoire de Bévin. Je ne vous le cache pas. Alors, Taramae aura été correct, mais pas non plus phénoménal. Donc je donnerai peut-être la note de 6 vers là. Pour Rota, Rota 10 sur 10. Il a l'étape, il a le maillot. Azzurro, donc c'est juste le Giro parfait pour lui. Pour Pozzo Vivo et Hirt, voilà, on va rigoler. Hein. On va rigoler. Je mettrai... voilà. Alors qu'on voit Vincenzo Nibali qui finalement accroche une place relativement respectable. Hein. Je ne vous cache pas que de mon côté au minimum, parce que ça va être plus difficile de trouver le temps pour le faire en montage, mais j'ai envie quand même de profiter de Nibali pour la dernière fois cette saison. Donc je jouerai sûrement un Giro avec Vincenzo et Astana donc. Parce que on va quand même, on a déjà Philippe Gilbert qui part, Tiens Dumoulin d'ailleurs qui a pris sa retraite avec effet immédiat l'autre jour. On a cet énorme nom Kenny Bali qui nous quitte et j'aimerais quand même jouer une dernière fois avec lui. Allez alors, pour Hirt et Pozzo Vivo donc, alors qu'on voit que le contre-la-montre s'achève, voilà, de manière tranquille. Sobrero n'a pas réussi à renverser Bévin. Pour Hirt et Pozzo Vivo, bah, je dirais quand même à l'arrivée, ils sont top 10. Mais ils sont à 20 minutes. Il n'y a aucun moment où on les a sentis en capacité, c'est peut-être de ma faute d'ailleurs. Hein. En tout cas, je n'ai pas réussi bien à fonctionner avec eux. Donc pour eux et moi, dans l'ensemble, je mettrai la note de 5 à chacun, 5 sur 10. Parce que c'est moyen, mais on ne pouvait pas réellement penser que ce serait le plafond. Moi, je pensais quand même que l'un des deux arriverait à choper un top 5. En tout cas, je l'espérais, et puis ça n'est pas le cas. Tiens, le petit maillot là, voilà, blanc pour Juan Pedro Lopez. Il a fait un bon Giro, lui. Il s'en sort pas mal, il est top 10 à l'arrivée, ce qui est pas si mal. Puis alors, il y a une équipe qui a roulé sur les autres. C'est la Bahreïn victorieuse de Landa avec Pouls. Ça a été vraiment somptueux. On gagne environ 160 000 € sur cette opération Giro. Et on se retrouve maintenant avec pas mal de choses à faire. On va aller en fait, dans cette fin d'épisode, on va en direction du Tour de France, avec pas mal de petites choses. Alors, il va y avoir du dossier déjà. Phase 3 des dossiers, c'est maintenant. Donc, Arensman, qui est passé à 13 points. Voilà, ça fait quand même 4 points gaspillés, hein, gratos. Bon, bref. Arensman vient de passer à 13. Benoît et Kwiatkowski, qui était lui-même passé d'ailleurs à 12 au lieu de 9. Donc, on a perdu 7 points un petit peu sur l'aléatoire. Ici, les 3 sont des gens qu'on va signer de manière certaine. Après, j'ai un peu modifié ma liste vis-à-vis de ce que j'avais proposé il y a un mois ou un mois et demi. Il y a des hommes qui sont apparus. Alors, on citera par exemple Arne Marit, que Anti Gobert a signé dans la réalité. Il y a quelques autres noms qui m'ont été proposés ici et là. J'ai aussi retiré les gens qui nous paraissaient collectivement, j'ai envie de dire, inaccessibles ou incompatibles. Rui Costa, je l'ai rajouté, mais ne rêvons pas, il ne viendra pas, pour la bonne et simple raison que, et je n'ai pas envie d'aller éditer, parce que ça va me pourrir toutes mes courbes de préparation, et je veux y voir clair jusqu'à la fin de saison, donc aucune édition par Fast PCM. Il prend sa retraite. Voilà. Donc, voilà, c'est réglé comme ça. Rui Costa à la retraite. Il n'y aura pas de Rui Costa. Donc, on a parlé en long, en large et en travers de Tennyson. L'autre nom que je vais rajouter à ce stade-là, c'est Sylvain Moniquet. Celui-là, on en a un petit peu moins parlé, sauf dans les commentaires avec quelques personnes. Donc là, je m'apprête à recruter les deux. Tennyson, dans le rôle du remplaçant de... Je n'ose pas dire du remplaçant de Christophe, je dirais plutôt dans le rôle du remplaçant plutôt de Pasqualone.
Voilà. Pour Tesfatsion, il viendra. Tesfatsion. Il va falloir s'entraîner à le prononcer. Donc, il viendra juste parce qu'il est érythréen, qu'il est intéressant et qu'on a envie d'avoir un petit copain pour Binyam Girmay. Puis après, au sein de l'équipe, il y a un point à faire. C'est-à-dire que si on élimine de par l'âge un certain nombre de coureurs, vu qu'il semble acquis que Quinten Hermans sera encore avec nous, que Vliegen le sera aussi, la question va se poser pour Byström, pour Petili, pour Barnabas Pic, par exemple. Voilà. C'est une question qu'on va devoir... qu'il va falloir trancher d'ici au 1er août. C'est qu'est-ce qu'on fait de cela, sachant que voilà, il est acquis que Quinten Hermans va coûter 5 points, Vliegen va en coûter, je ne sais plus combien, c'était 2 ou 3, mais on l'avait vu juste avant. Donc tout ça, mis bout à bout avec le surcoût occasionné par Arensman et Kwiatkowski, vous voyez, quand je parlais du fait que Philipsen, rien qu'au niveau des points, ça allait être difficile, j'étais pas mytho. C'est juste que j'avais fait mes comptes et que ça va même plus devenir difficile, ça va devenir impossible. Ou alors il faudrait faire une croix sur Benoît ou sur Kwiatkowski, ce que je ne souhaite pas faire, bien évidemment. Donc, question du recrutement, on va revenir un petit peu après. Après quoi? Après 2 étapes de Dauphiné. Parce que sur ce Dauphiné, simulé pour les 6 premières étapes, je me suis aperçu que Meintjes, alors en pic de forme, donc je me tape sur les doigts au passage, parce que ça veut dire que mon pic a été excessivement mal pensé, puisque le pic de forme arrive Dauphiné, c'est-à-dire un mois trop tôt. Donc ce n'est pas bien joué. Mais voilà, j'avais dû faire les choses un peu vite, je pense, pour pouvoir démarrer enfin cette partie. Et du coup, je m'étais dit, ouais, on s'en fiche un peu en fait. Voilà, c'est pas grave. Surtout en voyant que l'objectif du sponsor, c'était le maillot à poids sur le Tour de France. Donc moins de pression que s'il y avait un général à obtenir à tout prix avec Meintjes par exemple. Quinten Hermans, suivi bientôt par Guillaume Martin et Timen Arensman, tentent leur chance dans cette première ascension du jour. Il y a quand même le Galibier, ça se respecte. Ici, col du Galibier, pour nous, sur une étape relativement courte, mais difficile et chargée en termes de dénivelé. Vous voyez, on est repris assez facilement. Rémi Rochas, lui par contre, tente sa chance à l'approche du sommet. Il vise le maillot de la montagne. Et Arensman, par contre, a tenu bon, mais un peu moins que Guillaume Martin, qui, lui, s'est envolé. Et donc, un petit peu loin de l'arrivée, ok, mais il y a quand même une possibilité pour Martin et Arensman derrière. Donc, l'Ineos travaille beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui est très bien placé. Pour eux, c'est Dan Martinez. Outre le fait que Thiolette porte le jaune, hein, vous l'apercevez à gauche, ici, dans le peloton. Et nous, on a des petites envies. Voilà, par exemple, quelqu'un comme Zimmermann, j'ai envie de tenter des choses avec. Il sera avec nous sur le Tour de France. Et Zimmermann, j'aime bien, je vais vous le dire. Franco, je me demande si je ne vais pas plutôt jouer carrément, parce que Zimmermann va être sous pic de forme, pile au bon moment. Lui, par contre, c'est une préparation optimale qui a eu lieu pour lui. Donc là, vous voyez, on est sur une bonne forme du jour à +2, mais pour autant, il est hors pic et tout. Il n'y a pas grand-chose à espérer de fondamental, même si, sait-on jamais, si les favoris neutralisés. Mais bon, on prépare surtout le terrain, en vérité, de Meintjes pour l'ascension finale. Ici, voilà, Zimmermann, c'est fini. Zimmermann, je me demande si je ne vais pas jouer le général du Tour avec lui. Alors, général du Tour qu'on ne demande pas au niveau du sponsor, mais viser un top 15 pour Zimmermann, ou si les choses rigolent, un top 10. Tiens, Zimmermann, bon, en défaillance, c'était prévisible. Repris à ce moment-là par Dan Martinez. Dan Martinez qui attaque, en dépit de la présence du jaune dans l'équipe. Bonjour la trahison, mais c'est pour rire. Mais non, par contre, nous, on est fort curseur. On retrouve nos vieilles habitudes du passé. Et fort curseur, vous aviez bien raison de me le rappeler il y a 2 ou 3 vidéos. Oui, les forts curseurs restent quand même
la bonne solution face à cette attitude de l'IA. On va limiter un peu la casse. Victoire de Dan Martinez ici. Thiolette a carrément sprinté pour faire 2. Donc il va garder son maillot jaune. Et nous, on n'a pas réussi vraiment à renverser la table comme on aurait souhaité le faire. Voilà. J'ai pas eu réellement les opportunités qu'il fallait. On était sur une étape courte. Ça roulait relativement vite, parce que Ineos Grenadier mettait un énorme rythme assez souvent, et donc pas vraiment de place pour l'échapper. Et après, à la régulière, Mentis s'est quand même fait avoir par meilleur que lui. Tiens, on aperçoit Juan Ayuso. Ben Thiolette, donc voilà, je vous le disais, conserve pour 1 minute 18. Mentis à 2,17. Franchement, rien n'est fait. Et on pourrait même se dire qu'on est capable de prendre 1 minute à Dan Martinez si tactiquement il échoue. Là encore, c'est une étape courte qui arrive, l'étape 8, 135 bornes. Étape courte, souvent sur PCM 2022, signifie gros rythme et finalement pas forcément la place pour une échappée de partir et de pouvoir tenter sa chance. Attention, il peut y avoir des exceptions, mais j'ai remarqué quand même sur les étapes courtes, même en fin de tour, le rythme est très élevé et on va voir si c'est encore une fois confirmé. En tout cas, j'ai jamais vu de contre-exemple dernièrement, que ce soit sur PCM même 21, etc. Dès qu'on est sur une étape de 130 bornes, on y a droit à ce scénario où c'est très nerveux, le rythme est soutenu, et du coup, attention, parce qu'il peut y avoir des défaillances. Et donc nous, du coup, on a tendance plutôt à jouer la sécurité dans ce cas précis. Il y a certes une échappée devant, là, mais moi je n'ai pas souhaité y prendre part, en fait, parce que je mise tout sur plutôt le comportement de Luis Mentis vis-à-vis du général, sur ce Dauphiné. On n'a aucun objectif particulier, mais c'est amusant de pouvoir essayer de saisir une petite opportunité qui se présente comme ça. Ici, le col de la Colombière fait figure de, on va dire, avant-dernière difficulté, quasiment plus haut sommet du jour. Je crois que c'est le cas. Et en fait, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'Ineos a eu terminé son boulot, on a Dan Martinez qui a encore tenté sa chance. Alors du coup, c'est Jumbo-Visma qui réagit, et Alaphilippe aussi qui a tenté. Gaudu a pris la roue de Martinez. Donc, intéressante, cette offensive d'assez loin, dans la fin de la Colombière, alors qu'en fait, après, on va avoir comme ça une descente sur le plateau de Solaison, vers le plateau de Solaison, qui sera l'ascension finale. Et du coup, plusieurs groupes, Gaudu, Alaphilippe, notamment, dans un troisième groupe, Martinez avec Kelderman, entre autres, Maïka, dans un deuxième groupe, et puis à l'avant, on a O'Connor, Martin, on a Rémi Rochas avec le maillot de la montagne sur le Dauphiné. On a comme ça quelques hommes qui essaient d'aller chercher la victoire d'étape. Et donc, nous, ici, on a une possibilité intéressante, c'est de protéger Mentis en effort curseur sur toute la montée du plateau de Solaison, parce qu'on avait du bon Bichröm ce jour-là, du bon Simone Pettilli ce jour-là également. Regardez, du coup, on a repris pas mal de bons coureurs. On a même fatigué les Jumbo-Visma. Et regardez, Martinez, il est pas loin de lâcher. On est pas mal du tout, en fait. On est pas mal du tout avec cette petite attitude en effort curseur, là. Regardez, Martinez, il est pas loin de la rupture. Voilà, ça y est. Bam, parti de trop loin. Il est parti de trop loin, Dan Martinez. Donc, la minute, on peut aller la chercher. Tout est possible. À ce stade-là, il faut juste qu'il y ait des cassures. Voilà, c'est comme celle-ci, par exemple. Exactement. Van Sevenant ne doit pas faire le boulot pour l'ami Martinez. Et après, il faut gérer le petit résidu de barre. Alors, barre jaune, il n'y en a quasiment plus. Et puis surtout, essayer de gérer la petite barre rouge qui nous reste. Yates semble, c'est Simon qui semble favori pour la victoire. Mais regardez, il va se passer un truc imprévisible. C'est pas Peyo Bilbao comme on aurait pu l'imaginer. Il va surprendre Yates, qui était à bout de souffle. C'est Rémi Rochas qui va s'imposer ici au sommet. Et derrière, surtout, on va regarder l'écart entre Mentis et Dan Martinez. Le groupe de Mentis arrive, voilà. Julien Alaphilippe arrive derrière. Et Martinez n'arrive qu'avec Michael Matthews. Ce qui veut dire que
ben, on n'est pas loin de la minute qu'il nous fallait reprendre. Vous voyez que Thiolette n'est plus là, hein, donc il va perdre ses 2 minutes. Le porteur du maillot jaune va perdre ses 2 minutes, assez certainement Rémi Rochas. Donc très très belle victoire et suspense total avant de voir l'écran du classement général final. Suspense total, là pour le coup, c'est bien difficile à prévoir. Regardez, alors, si vous êtes très très fort en calcul, vous avez déjà trouvé, mais ça va se jouer à 6 secondes. 6 secondes. On est venu mourir à 6 secondes de Dan Martinez. Finalement, Pello Bilbao a arraché une fort jolie 3e place. C'était un peu le Dauphiné des outsiders cette fois-ci, hein, on est quand même pas, il n'y a pas Pogacar, il n'y a pas Roglic, il n'y a même pas Bernal, voilà, intéressant. Dauphiné terminé, j'ai simulé le Tour de Suisse et surtout phase 4 de dossier. On dispose à ce moment-là de 6 nouveaux points, ce qui nous en fait 8 en cumulé. Et toujours dans la logique qui est de prévoir mes points transfert aussi, je fais même des prises de contact à ceux qui sont à 100% ou proches de 100% de vouloir nous rejoindre. Donc voilà, prise en compte des points associés, ce que j'annonçais avant, les 5 points de Quinten Hermans. Je vous avoue qu'il y a un moment donné où j'avais vraiment pensé à Dylan Teuns, mais ça va être hors budget l'histoire. En fait, limite, pour remplacer Quinten Hermans, j'aurais pris Dylan Teuns. Ça me serait pas venu à l'esprit si Quinten Hermans ne quittait pas l'équipe IRL. Mais le fait qu'il la quitte, je me suis dit, bon, il y a moins de notion de fidélité à avoir. Est-ce que tu tentes pas de passer un niveau au-dessus avec Dylan Teuns? Bon, bah, je pense que le projet va mourir dans l'œuf, puisque de toute façon, on n'a pas les moyens. Et regardez, voilà, j'ai été aussi chercher Thibaut Nys et Sian Uijtdebroeks. Donc ça, c'est vraiment un coureur qui m'intéresse depuis plusieurs années, enfin depuis qu'on en entend parler, 2 ans à peu près. Et Uijtdebroeks, j'ai vraiment vraiment envie de le mettre en concurrence avec Moniquet pour la place de 2e meilleur coureur de Tour dans l'équipe, derrière Arensman et puis Thibaut Nys, pardon. J'y crois à fond, à fond. En fait, il a encore de la marge de développement. Nys est assez fabuleux, je pense, en termes de futur. Hein, donc, il ne faut pas passer à côté d'une aussi belle opportunité. On regardera au 30 juin ensuite ce qui va se passer. Mais on a eu le Tour de Suisse, donc voilà, je vous en parlais, je l'ai simulé. Celui-ci, je ne l'ai pas joué. Et là, on avait un plateau très relevé, où c'est Roglic qui s'est encore imposé. 3e victoire, je crois, sur une épreuve World Tour cette saison déjà, pour Primoz Roglic, devant Pogacar à 1 seconde. Ça a été hyper serré. Par contre, Vingegaard et Bernal n'ont pas réellement pu concurrencer Almeida, encore moins, bref, c'était au service de Pogacar très, très vraisemblablement, et Vingegaard aussi était sacrifié pour Roglic. Bref, un Tour de Suisse qui au moins aura vu les favoris s'expliquer un petit peu entre eux. Pour finir, sur les 12 minutes qui restent, je vais vous présenter 2 championnats nationaux. Le premier, c'est celui d'Italie, et le deuxième sera celui de Belgique. On a un petit mot à jouer sur le championnat national d'Italie. Championnat d'Italie, donc, en fait, parce que voilà, sinon c'est redondant, avec Petilli qui est capable de rouler, parce que je trouve que l'écart est un petit peu trop grand vis-à-vis des 4 ou 5 hommes échappés, même s'ils sont assez faibles. Se méfier quand même des écarts qui grimpent au-dessus des 11 minutes, là, ça me plaît moyen, donc on assure un tout petit rythme. Et puis après, vous verrez que la cavalerie va se mettre en route, et on n'aura plus vraiment besoin de rouler. Mais souvent, je fais ça pour limiter un petit peu l'écart dans un premier temps. Et ensuite, il y a des équipes qui sont beaucoup mieux armées que nous. Ah, ça c'est fâcheux par contre. La chute de Domenico Pozzovivo. Bien dommage. Ça, c'est très important quand on n'a que 3 équipiers pour Rota d'en perdre un. C'est assez important. Mais regardez, finalement quelque chose va se passer. C'est que le rythme n'étant pas dingue
dans le peloton des favoris, Pozzovivo va réussir à rentrer. Alors ce sera un Pozzovivo amoindri, mais parce il a consommé de la barre pour revenir, outre le -5 du jour, qui est anecdotique. Il peut quand même nous servir d'équipier. Allez, on espère en tout cas que après le sacrifice de Petilli en protection, on ait un bon Pozzovivo pour assurer, sinon le train, au moins une forme de protection. Oui, pourquoi plus le train maintenant à ce stade-là, parce qu'en fait la Trek Segafredo est assez présente. Regardez, belle attaque ici. Je crois que c'est Diego Rosa qui est parti de Eolo Cometa. Diego Rosa, c'est l'ancien de Sky qu'on connaît. Et il est parti en compagnie de, si je ne m'abuse, Masnada, mais je ne suis pas tout à fait certain. On va regarder ça juste après. Mais de mémoire, l'échappée me fait peur en fait. Voilà. Parce que j'allais dire que l'autre contingent intéressant, c'était De Koning Quickstep, ou pardon, excusez-moi, Quickstep Alpha Vinyl. J'ai du mal à me faire à ce changement. Pasqualone est donc chargé d'essayer de rouler. Il y a aussi Covi qui est parti. Je crains aussi Alessandro Covi. Donc, une fois que Pasqualone a tout donné, je pense qu'il est de bon ton de reprendre cette échappée ou d'essayer, parce qu'il y avait aussi Sonny Colbrelli qui était dedans. Voilà, Colbrelli, Covi, Masnada. Et attention, parce qu'à l'avant, Rosa s'est fait la malle. Et on a Tiberi aussi qui est intercalé là actuellement. Voilà, Tiberi derrière Rosa qui est parti tout seul dans la dernière ascension du jour. Et on se dit qu'il faut revenir doucement, mais personne ne nous aide. En même temps, Masnada a raison, puisque Bagioli revient de l'arrière. Il n'a donc aucune raison de rouler. On a repris Tiberi. On a Sonny Colbrelli qui, un petit peu comme dans la réalité, est bien malin, lui. Lui, il roule pas pour rien. Donc, quand il peut profiter de laisser rouler les autres, je devrais peut-être parler au passé, puisque on ne sait pas si on le reverra vraiment en compétition. Mais en tout cas, il est bien malin. Il a toujours été bien malin. Et belle tactique de course, souvent. Pour Colbrelli, vous avez vu, nos espoirs sont douchés. Rota aura été battu par le grand numéro de Diego Rosa, qui va s'imposer la minute sur son poursuivant immédiat, qui doit être Bagioli probablement, qui a réussi à s'extraire. Et on aura beau tenter tout ce qu'on peut, le nouveau champion d'Italie, c'est Diego Rosa. Et Bagioli vient prendre la deuxième place devant Masnada et Lorenzo Rota. On n'était pas loin de la saison parfaite si Rota avait accroché ce titre, puisque ça lui aurait fait 3e de Tirreno avec une étape sur le Giro plus le maillot Azzurro. Et s'il y avait eu ce titre de champion d'Italie, pour moi c'était la saison parfaite. Là on est sur la saison quasi parfaite. Et puis surtout, quel numéro. Là, Rosa a été sensationnel. Voilà. Sympa cette équipe Eolo Cometa au passage. Je la trouve super sympathique. Allez, on enchaîne. Après les championnats d'Italie, on s'occupe de la Belgique. Alors, en Belgique, il s'est passé des trucs aussi. Nous, on a de la chance, on a un gros contingent belge, donc fabuleux. On peut peut-être dire que notre leader, ce sera Quinten Hermans. Et on a beaucoup d'équipiers, beaucoup de gens pour aider. Remco, Tige Benoot, Wout van Aert, Van Wilder, Timo Wellens. Voici les favoris, quelques-uns en tout cas, puisque d'autres peuvent peut-être dire leurs mots, comme Sandro Meurice, qui est peut-être moins... c'est un nom un peu moins clinquant, mais n'empêche qu'il est capable de prendre aussi ce genre de course. Pourquoi pas Oliver Nassen ou Van Avermaet sur une circonstance de course, même si je les trouve assez mal notés sur la World DB22 sur laquelle je joue. Et puis vu leur âge, ils ne progresseront plus. Ce qui est à signaler ici, c'est le contingent Jumbo-Visma. Et quel est le choix tactique aussi de cette équipe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le début de la course, là on est à mi-course, depuis le début de la course, je vois Benoot tout le temps protégé et je vois Van Aert ne pas l'être tant que ça. Il y a aussi Van Hooijdonk et il y a également Tosh van der Sande
qui sont présents. Donc, bon, au moment où je me mets à rouler, je me dis quand même, attention, il se pourrait que ça joue la carte Benoît du côté de Jumbo Visma. Attaque de Meurice, attaque de plusieurs coureurs. Ici, Evenepoel a pris aussi ça. Et contre de Wellens avec... Waouh, personne n'a pu prendre la roue de Wellens. Stuyven notamment a été un peu court. On tente ensuite, on se dit que, allez, on est dans l'avant-dernier tour, c'est bon, on va le reprendre, Tim. On va le reprendre, Tim Wellens. Vous voyez, j'ai consommé déjà énormément d'équipiers jusque-là. Kobe Gossens est chargé de faire encore tout ce qu'il peut à l'approche du dernier tour pour aider Quinten Hermans. Heudebroek est présent, il fait plaisir. Le futur membre de l'équipe. On est 8 coureurs. Il y a Benoît, Van Aert comme prévu à lâcher. On a Meurice, on a Stuyven et attention à Tim Wellens. Je tente ma chance. Ici, voilà. On le connaît en plus, ce circuit, on l'a joué un certain nombre de fois. Ça a du mal à réagir derrière. Il semblerait que Hermans ait placé son attaque pile au bon moment et que derrière, ça ait beaucoup de mal à s'organiser. À voir tout de même, quarantaine de secondes. Evenepoel fait un très gros boulot pour Wellens et Meurice. Et regardez, ça se réduit plus que la trentaine, un peu moins même de 30 secondes. On est autour des 20-25 secondes. Ici, il reste très peu de kilomètres, 6 à peu près, dont une descente. Mais je suis un peu court en énergie, faut bien l'avouer, à ce moment-là. Ah là là, roule comme des malades derrière. Hein. Il y en a qui sont en train de profiter du travail des autres. Hein. Sur ce coup-là, Quinten Hermans va-t-il tenir le coup au moment où Wellens place une énorme offensive? Allez, ça va tenir. On va tenir. Il faut y croire. Il faut y croire. Il n'y a plus grand-chose. 1 kilomètre. Allez, c'est bon, Quinten. Tu vas pouvoir lever les bras. Eh ben non. Repris d'extrême justesse par Tim Wellens. Quinten Hermans ne peut pas faire mieux que deuxième sur ce championnat de Belgique. On y a cru jusqu'au bout. Moi, je pensais à 40 et quelques secondes. Donc juste après la confirmation de l'attaque là dans la principale difficulté du parcours, ce circuit, je pensais vraiment que c'était dans la poche. Et ben non, Wellens nous a joué un mauvais tour. Puis en fait, c'est Evenepoel aussi qui nous a coûté cher parce qu'il a fait tout le boulot pour ramener Wellens. Bon, et ben c'est la course. Voilà, très joli champion de Belgique en tout cas que Tim Wellens. Après, je ne vais pas vous le montrer, outre 2-3 micro-images, mais il y a eu aussi le championnat d'Érythrée, avant d'attaquer le Tour de France. Championnat d'Érythrée sur lequel, sans la moindre surprise, Biniam Girmay s'est imposé. C'était une course un peu particulière avec une quinzaine de coureurs participant seulement. Et donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On ne va pas en faire plus. Girmay aura donc peut-être un maillot distinctif. Je ne sais pas si... Il faut que j'aille regarder la database pour voir ce qui est fourni avec. Voilà. Dossier phase 5 pour se quitter. Donc, on consulte toujours notre liste. On regarde le nombre de points associés. Puis j'hésite à ce moment-là entre Arne Marit, qui a un profil intéressant, outre le côté réaliste, et j'hésite avec, je vais vous montrer juste après, voilà, c'est Timo Kilisch. Voilà, en fait, Timo Kilisch, il vient de Alpecin Phoenix, donc Alpecin de Koenig, en fait, hein, Development Team, et je serais tenté par ce coureur. Il y a une histoire de nombre de points associés, c'est-à-dire qu'en fait, bon, déjà, Tesfatsion, il faudrait bien un jour le comptabiliser dans nos futurs points à débourser, voilà, chose faite. Pour Biström et compagnie, ben, encore une fois, je vous dis, ça va se jouer au 15 juillet. Ça va se jouer entre 15 juillet et 1er août. Vliegen, j'ai toujours dit que j'allais le prolonger. Ça vaut 3 points. C'est très cher à ce stade-là. Il nous en reste donc plus que 2 pour aujourd'hui. Plus que 2 points. Et je vais du coup, l'autre coûtant 3 points, je vais prendre plutôt Kilisch
à 2 points. Puis on verra si on fait un dernier sacrifice au 15 juillet où il restera 6 points. Voilà, donc on a beaucoup avancé sur la structure du recrutement pour la saison prochaine. J'ai déjà pas mal de plans en tête pour répartir un peu tout ce petit monde et pour leur donner à manger à tous. Puis là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire au revoir en confirmant que dès l'épisode prochain, jeudi prochain, ce sera du Tour de France que je vais vous proposer. On va essayer d'aborder une première moitié de ce Tour de France fraîchement parcouru dans la réalité. Bye bye.